The Néo Show, Teddy Folenfant, Yolène Delavigne. Bonjour Teddy. Bonjour Yolène. Alors là, on a invité pour cette émission The Néo Show dans le cadre... L'invité qui tue. L'invité qui tue. Non, il est très connu. C'est Ben Kramer, journaliste. C'est de protéger quand même. C'est un spécialiste de tout ce qui touche à la guerre, aux conflits armés, et il va nous dire un peu ce qui se passe. On parle beaucoup du sommet de Copenhague. Et lui, il a un discours complètement détonnant sur changement climatique, réchauffement climatique, en nous disant les militaires ne vous ont pas attendu, ils sont sur cette question depuis 50 ans, et moi je trouve ça vraiment décapant. Ça va être détonnant, Yolène. Hein. Non, mais moi, ça m'a vraiment intéressé, dès le départ avec le protocole de Kyoto, pourquoi les militaires, les activités des militaires sont exclues. Pourquoi elles sont exemptées, alors que quand même, elles ont des activités importantes. Vous prenez Interfax, pas besoin de prendre des documents secrets. Vous prenez l'agence Interfax, elle vous prévient que, par exemple, la pollution atmosphérique, 55% est due tout simplement aux activités militaires en Russie. Le Pentagone est le premier consommateur de pétrole de tout le continent. Et si vous prenez l'empreinte juste de l'armée américaine, c'est beaucoup plus que toute la Scandinavie réunie. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ces gens qui s'intéressent au protocole de Kyoto ne s'intéressent pas du tout aux activités militaires? Après tout, vous prenez un pays comme la France, c'est quand même le plus grand propriétaire foncier, ça fait quand même 600 000 hectares à gérer. J'imagine que ça a quand même, au niveau carbone, il faudrait quand même qu'on analyse un peu. Après tout, on a des Rafales. Le Rafale, c'est 2300 litres par heure de kérosène. C'est quand même pas mal. Le Charles Leclerc, c'est 300 litres au 100. Je crois pas que, Yolène, vous avez une voiture qui ferait du 300 litres au 100. Mon petit vélo, non, ça marche pas, non. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre que ces gens-là, qui veulent être discrets, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que les gens qui sont dans l'écologie ne s'intéressent pas à ce qui est quand même l'une des choses qui fait marcher le monde? Ça s'appelle du lobbying, ça. Ah bah parce que il y a à mon avis certains autres lobbying qui doivent aussi échapper aux critiques des écologistes, non? Oui, sûrement. Mais alors, et c'est là peut-être la contradiction, c'est que les militaires, eux, s'intéressent beaucoup au climat. Ils sont passionnés par cette histoire. Pourquoi? Moi, j'ai retrouvé, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai retrouvé un document qui date des années 60, vous n'étiez pas né. C'est William... Beau parleur en plus. Hein. William Koch, notamment, qui est un officier de marine, mais quand même publié quelque chose d'important. Et ça s'appelait tout simplement « Contrôle atmosphérique et sécurité nationale ». Si vous lisez le papier, ce qu'il dit, c'est qu'à la limite, pour l'avenir du monde libre, parce qu'à l'époque c'était quand même le monde libre, pour l'avenir du monde libre, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une recette de survie, c'est faire la pluie et le beau temps. Faire la pluie, ils savent faire. Et ils ont su faire, parce que dès les années 60, l'opération Popeye, c'était quoi? C'était tout simplement de parvenir à inonder la piste Ho Chi Minh. Les Américains y tenaient vraiment, et ils ont réussi à provoquer suffisamment de pluviométrie grâce à certains produits qu'ils ont mis dans les nuages, et ça a fonctionné tellement bien que Nixon et Brejnev se sont réunis en 1974 à Genève pour dire, on arrête ces conneries. Ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on crée une convention internationale pour interdire les modifications de l'environnement à des fins de guerre. Ça a été une convention signée en 1978, une convention qui s'appelle ENMOD, pour la contraction de Environmental Modification, les modifications environnementales. La plupart des pays ont signé. Il y en a même 20 qui ont ratifié, donc la convention est entrée en vigueur dès 1978, et il y a comme par hasard, il y a une exception, la France. Alors c'est extraordinaire parce que maintenant on va avoir un nouveau représentant des affaires étrangères de l'Europe. Il va falloir qu'il nous explique comment il va faire pour l'avenir, puisque sur les 27 États de l'Union européenne, il y en a 26 qui ont signé, et la France considère que elle n'a pas signé ce traité. C'est quand même très bizarre parce que même les Nations Unies, qui sont quand même considérés comme des grands gauchistes, ils ont officialisé depuis 1999, le 6 novembre, est le jour international, la journée mondiale même, on peut dire ça comme ça, la journée mondiale d'interdiction de modifier l'environnement à des fins de guerre. C'est moins connu que le 8 mars. On est d'accord, Yolène. C'est moins connu, mais par contre, ce genre de méthode, ça se fait très régulièrement, malheureusement pas pour la guerre, mais je croyais qu'en Chine, très régulièrement, on créait la pluie justement pour des raisons agricoles, et que ça, c'était terrible parce que tout ça est en déchargeant dans les cieux des tas de produits toxiques. Il n'y a pas que pour la guerre que ça se fait, ça. C'est une technologie malheureusement assez courante.
bien sûr, et ça c'est tout le problème des militaires, c'est qu'ils peuvent toujours vous dire que si on est capable de faire pleuvoir ici, on peut également provoquer peut-être de la sécheresse là-bas. De même que il y avait déjà dans les années 80, on a commencé à parler, était-ce de la science-fiction, sur les capacités, par exemple, avec des armes laser, de pouvoir faire des trous dans la couche d'ozone. Oh là là, quelle angoisse. Non mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que dans les années, et là c'est honneur au journalisme, à partir de 2003, en octobre 2003, il y a effectivement une commande du Pentagone à 2 experts pour dire quelles vont être les conséquences des modifications climatiques analysées par le GIEC. C'est une question que tu allais me poser. Absolument. Alors j'ai anticipé. Non, comme on dit à la DGSE, j'ai anticipé. Que dit le Pentagone justement? Alors, c'est très incroyable ça. C'est très intéressant parce que ce rapport, je l'ai là d'ailleurs, j'ai même sa traduction en français. Il a donc été commandé par le Pentagone, mais ça devait rester plus ou moins secret. Alors ça nous intéresse quand même un tout petit peu plus. Heureusement, il y a un type de l'Observer qui a réussi à avoir une copie et qui l'a diffusée. Et dans ce rapport, la première chose qui est, je trouve, très significative, mais peut-être que vous êtes moins sensible que moi à ce discours, c'est le titre. Le titre, c'est « Imaginez l'impensable ». Alors, Yolène, ça vous dit rien, mais dans les années 60 et 70... Où j'étais pas né non plus. Voilà, il y a eu une réflexion extraordinaire sur la guerre nucléaire et sur l'hiver nucléaire, et ça s'appelait comment? Penser l'impensable. Penser l'impensable, ça a été les premières grandes, et ça faisait résonance au projet Manhattan, le fameux projet Manhattan pour lequel, n'est-ce pas, les Américains ont quand même, pour faire Hiroshima et Nagasaki, ont quand même été chercher 1000 tonnes d'uranium au Katanga. Donc les questions de guerre de l'uranium qui reviennent aujourd'hui, elles ont déjà démarré à une autre époque. Mais pour revenir au rapport du Pentagone, et pour ne pas se disperser, la première chose que dit dans l'introduction ces experts, bon, ils sont un peu catastrophistes, hein, mais ça c'est normal, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour faire des scénarios catastrophes. Après tout, c'est le boulot des militaires. Alors la première chose qu'ils disent dans l'introduction, c'est quand même, c'est bizarre, le GIEC, le fameux GIEC, considère que les différentes modifications au niveau du climat ne vont pas avoir des implications sur la sécurité. Effectivement, c'est très bizarre parce que tous les autres rapports qui ont été publiés depuis disent que ça va au contraire, ça va être un multiplicateur de conflits pour une raison très très simple. Ça va être de plus en plus de guerres. À la limite, c'est même c'est bon pour le business. C'est bon pour le business, c'est du grain à moudre, c'est le fond de commerce. On va vendre des Kalachnikov. Mais alors, ça va beaucoup plus loin que la Kalachnikov parce que première chose que dit ce rapport, c'est la prolifération nucléaire d'une banalité affligeante. Sont mentionnés non seulement les pays qu'on connaît, mais l'Allemagne, le Japon, tout ça, ils vont tous se mettre dans le programme nucléaire militaire. Autre chose qui est dite et qui peut-être explique pourquoi il y a eu un certain blackout sur le sujet, c'est qu'ils disent oui, il va y avoir un réchauffement dans les années qui viennent jusqu'à 2010 et ensuite ça va s'inverser. Et ça va s'inverser pour une raison très très simple, c'est voilà ce qui s'est passé il y a 8200 ans. Et ils reprennent tous les scénarios, bon je vais pas vous donner les détails, on n'a pas le temps, 2 ça va vous embêter, mais ça va me faire surtout très peur. Non, pas du tout, parce qu'on va connaître ici le climat de Sibérie. Donc il va y avoir. Vous avez raison, ça me fait pas peur du tout, ça c'est cool. Ça c'est comme on dit, sympathique cool. Votre invité. Hein. C'est sérieux tout ça, Ben, c'est sérieux. Non, c'est pour me protéger. J'ai dit que je n'adopte pas forcément les positions extrêmes des scénarios qui sont, mais des scénarios très intéressants quand même sur notamment la façon dont par exemple les États-Unis et l'Australie vont essayer de se constituer en forteresse, la façon dont les pays du nord scandinave là qui aiment pas trop le climat sibérien vont essayer de se déporter vers le sud, donc il va y avoir des grandes migrations. Donc c'est assez intéressant comment ils expliquent les différentes évolutions. Alors ça commence par quelque chose de carrément faux. Alors faut le dire aussi quand ils déconnent, ces braves gens, ils sont, même s'ils sont payés pour ça, c'est une inondation aux Pays-Bas en 2007. Bon, elle n'a pas eu lieu, hein, les digues ont tenu en 2007. Donc, mais il y a d'autre part, il y a des sécheresses qui vont effectivement faire en sorte que les conflits vont augmenter. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que ces gens-là sont obligés de réfléchir sur la façon dont eux peuvent aussi gérer l'avenir
du protocole de Kyoto. Et je ne serais pas étonné, alors là c'est pas un pronostic du Pentagone, c'est un pronostic de Ben Kramer, 50% de la délégation américaine seront des militaires à Copenhague. C'est eux que ça intéresse le plus. Et donc je ne comprends pas, c'est ce que je vous disais au départ, je ne comprends pas que sur un sujet qui est aussi important d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue même polémologique, c'est bien, hein, je reconnais que ça pose, hein. Polémos, la guerre. Et je ne comprends pas que les écolos ne s'intéressent pas à cette dimension-là. Or, elle est même inscrite dans toute la réflexion des pères et des mères du développement durable. Vous reprenez le rapport Brundtland, le chapitre 11 ne parle que de ça. Il dit, il y a un problème, le plus grave problème pour la sécurité de la planète, c'est quoi? C'est les conflits, et notamment la guerre nucléaire. Et sur la guerre nucléaire, les militaires ont aussi travaillé, les pacifistes aussi. C'était quoi? C'était les différentes possibilités de parvenir à l'hiver nucléaire en cas de conflagration. On a tous les scénarios là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que là, vous nous avez décrit un scénario absolument terrible. On est tous les deux complètement les bras ballants en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre en Sibérie au milieu de la guerre. Donc là, on est complètement dans un truc. Bon, on fait quoi là? Alors, par rapport à ça, il répond pas, hein. Si, on fait quoi? On essaye, d'impliquer les militaires. On les met dans le coup. Moi, je pense qu'ils devraient être dans le coup. De deux, ils sont pas forcément contre, dans la mesure où qui est le seul ministère qui a pondu un rapport sur le développement durable cette année? Le seul ministère, c'est quand même le ministère de la Défense. Donc c'est pas tous des brutes en marche qui sont là à vouloir flinguer tout le monde avec des lasers. Une idée, oui, hein, un peu, soyons pas archaïques, même si les écolos le sont souvent sur ces questions-là. Mais essayons de voir comment on doit, disons, prendre en compte cette donne pour continuer. Il n'y a pas de raison que dans la répartition même internationale de la menace de mort, ça vous plaît ça? Il n'y a pas de raison que le seul baromètre dans 10 ans soit ceux qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Moi, je pense que là, il y a un truc qui doit nous faire réfléchir. Bon, vous allez aller à Copenhague et vous Bien allez sûr. revenir pour nous en parler. Oui, et volontiers. on sera ravis de vous recevoir en janvier pour que vous nous étonnant, racontiez ce qui s'est étonnant, passé. ouais. Parce que là, maintenant que vous nous avez tenu en haleine avec un scénario de science-fiction délirant, on veut savoir la suite, hein. Je voudrais pas que vous le preniez comme quelque chose de délirant ou de science-fiction. Je pense C'est un peu l'angoisse quand même. Non, c'est pas plus angoissant que de parler de tous les pingouins qui vont disparaître et de la fonte des glaces. Je veux dire, il y a une grande partie, par exemple, de la nouvelle guerre froide qui se prépare du côté de l'Arctique. C'est quand même très intéressant. Et ça ne nous empêcherait pas non plus de dire, si vous allez à Copenhague avec moi, de dire il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, par exemple, mettre en place certains dispositifs qui, je sais pas, vous prenez un exemple comme 1959, le traité de l'Antarctique. Ça a été quelque chose qui a été fait par des scientifiques et les militaires ont été virés. C'est le plus grand continent, mais c'est le continent qui est quand même démilitarisé, dénucléarisé, pacifié et ne sont acceptés que des recherches scientifiques civiles. Je vois pas pourquoi on pourrait pas essayer de demain de lancer une campagne là-dessus pour le continent européen, par exemple. Excellent. Très bon, Ben. Partons en bataille pour cette belle idée. Voilà. On te remercie infiniment et tu nous tiens au Bon courant. voyage à Copenhague et revenez-nous Merci bien. vite en forme pour nous raconter tout ça. Si jamais je rencontre des gradés, Saluez-les de la part de votre Néoplanète. part. Et tu nous amènes pour Yolène dans notre prochaine émission un gradé du Pentagone, Voilà. sans problème. Hein. Très bien. On fait Merci. comme ça. Merci beaucoup.